vous parler de l'histoire d'un homme de 30 ans qui a été hospitalisé en réanimation ici, originaire de l'île de la Réunion, un homme qui était policier, en couple sans enfant, pas de conduite toxique. Son principal antécédent, c'était en octobre 2018, un accident de la voie publique. Il était motard, hein, et donc il s'est rompu la rate, qui a été artério-embolisée, splénectomisée, et puis il a eu ensuite les vaccinations et le traitement antibiotique au long cours nécessaire pour cette splénectomie. Pas d'autres antécédents, pas d'autres traitements. L'histoire de la maladie commence le 14 avril 2019 avec un épisode fébrile, des douleurs abdominales diffuses, de la fatigue. Il consulte aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où est mis en évidence une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, un syndrome inflammatoire biologique et dans ce tableau atypique, il va avoir une ponction lombaire et puis un diagnostic d'angine est posé. Le malade retourne à son domicile. 48 heures après, il reconsulte aux urgences du même hôpital avec cette fois-ci des céphalées, une douleur thoracique, des vomissements. La pression artérielle est normale, il est très tachycarde, toujours très fébrile et cette fois-ci un examen complémentaire est réalisé, le scanner thoracique, comme vous le voyez sur la partie droite de la diapositive, avec des condensations, du verre dépoli, diffus, intéressant tous les lobes du poumon et un épanchement péricardique. Il est assez rapidement transféré dans le service de réanimation où est mis en évidence une hyperleucocytose avec une discrète hyperéosinophilie, une CRP extrêmement élevée, donc un malade très inflammatoire et des enzymes myocardiques qui sont, comme vous le voyez, très élevées. Il a une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique aiguë à la fois cytolytique et cholestatique. Son électrocardiogramme s'inscrit en rythme sinusal, il est tachycarde, il n'y a pas de trouble de conduction et on a des troubles de la repolarisation diffus avec l'échocardiographie à l'arrivée en réanimation qui est, comme vous le voyez sur cette boucle, extrêmement pathologique avec une dysfonction biventriculaire très sévère, un épanchement péricardique. Et un malade donc, qui est en état de choc cardiogénique avec une dysfonction myocardique, une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique aiguë, un œdème pulmonaire qui va nécessiter de la ventilation non invasive. Le malade va être traité avec de la dobutamine, 5, 10 gamma-kilominutes, et puis malgré ce traitement, le lactate s'élève et donc il est implanté d'une ECMO véno-artérielle au lit. On se retrouve donc devant un jeune homme de 30 ans avec un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë. L'hypothèse numéro 1 est celle d'une myocardite aiguë, mais les autres hypothèses qu'on a pu évoquer, le Takotsubo, il n'y avait pas d'aspect échocardiographique, la décompensation d'une CMD méconnue, le VG n'était pas dilaté, l'infarctus du myocarde, le tableau n'est pas du tout typique, et puis il ne prenait pas de médicaments. Et donc un bilan diagnostique complet, non invasif, va être réalisé avec la réalisation de sérologie de PCR virale, bactérienne, un bilan immunologique complet, et vous savez qu'ici à la Pitié, on arrive à en faire des extrêmement complets. Tout ça est négatif. Un scanner thoraco-abdominopelvien est réalisé parce que de temps en temps, un phéochromocytome peut donner un tableau de dysfonction myocardique brutale, et ce scanner est normal. Dans le contexte de l'ECMO, vous vous doutez que l'IRM myocardique n'est pas réalisable. Et on discutera la biopsie endomyocardique et je laisserai Mathieu qui probablement discutera la place de cet examen chez ce genre de malade. Le seul élément qui était un petit peu évocateur dans son histoire, c'était la présence d'une discrète hyperéosinophilie à la limite de la normale, mais chez ces malades très sévères, on a plutôt tendance à avoir une néosinopénie plutôt un taux d'éosinophile normal. L'évolution clinique se fait vers la pré-tamponnade avec la nécessité d'aller drainer le péricarde malgré l'ECMO véno-artériel. Et puis, l'examen anatomopathologique du péricarde et du liquide va ramener la présence d'un infiltrat péricardique et du liquide très riche en polynucléaires et eosinophiles. Comme vous le voyez sur cette biopsie, vous voyez un tissu péricardique qui est dilacéré par un infiltrat inflammatoire extrêmement diffus et à l'examen à plus fort grossissement, on voit plein de petits noyaux avec un cytoplasme présentant de multiples petites granules qui prennent l'éosine et ce sont des polynucléaires éosinophiles. On les voit un petit peu mieux sur l'examen du liquide péricardique et vous voyez donc un infiltrat extrêmement important en polynucléaires éosinophiles. Alors, vous voyez l'évolution du malade retracée sur cette diapositive. Après l'implantation de l'ECMO véno-artériel et la mise en évidence du diagnostic, il va recevoir de fortes doses de corticoïdes, 3 bolus de 1 g de solumédrol, puis un relais par 1 mg/kg, ce qui va permettre très rapidement une amélioration de sa fonction myocardique, de sevrer l'ECMO quasiment 24 heures après l'introduction du traitement. Puis la dobutamine et que le malade sorte de réanimation pour être transféré en médecine interne où il a pu être exploré.
Le diagnostic final est donc celui d'une myocardite fulminante à éosinophile, avec en plus une atteinte pulmonaire associée, puisque les éléments qu'on voyait n'étaient pas très évocateurs d'œdème pulmonaire, mais le lavage broncho-alvéolaire était riche en polynucléaires éosinophiles. Et donc, nous avons longtemps discuté du cadre nosologique de ce malade, puisque la première hypothèse était celle d'une réaction allergique à l'oracyline qu'il prenait depuis un temps qui était de l'ordre de 3 à 5 mois. Après avoir interrogé la base de pharmacovigilance qui décrivait quelques cas, on a décidé de le traiter uniquement par corticoïdes dans cette hypothèse, et puis à la décroissance de la corticothérapie, il a fait une première, puis une deuxième, puis une troisième rechute. Et encore à l'heure actuelle, nous sommes encore en train de discuter entre le diagnostic d'un Sjögren-Strauss avec une atteinte pulmonaire et cardiaque, la nouvellement appelée granulomatose éosinophilique avec polyangéite, ou celui d'un véritable syndrome hyperéosinophilique, mais nous n'avons pas retrouvé de mutation ou de population lymphocytaire en faveur de ce diagnostic. Très brièvement, les manifestations cardiaques des hyperéosinophilies. En dehors de la myocardite, comme ce malade, on peut voir des fibroses endomyocardiques qui sont des pathologies compliquant principalement les syndromes hyperéosinophiliques très chroniques ou alors les hyperéosinophilies tropicales. Le syndrome de Kunis qui peut donner des spasmes coronariens qui sont corticosensibles avec une très bonne efficacité de ce traitement, et puis d'autres maladies qui sont un peu plus rares. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le contexte des myocardites éosinophiles, la myocardite éosinophile n'est pas une entité par elle-même. Elle nécessite toujours d'aller chercher un diagnostic, soit un syndrome hyperéosinophilique, soit un Sjögren-Strauss, soit une maladie parasitaire, et que dans tous les cas, l'atteinte cardiaque, elle est les conséquences directes de la toxicité de l'éosinophile, et c'est pour ça que le traitement symptomatique est toujours extrêmement efficace très rapidement, et c'est les corticoïdes qui doivent être privilégiés le plus rapidement possible. Dans cette revue de la littérature de 2017, dans le JACC, où les auteurs reprenaient 180 myocardites éosinophiles prouvés histologiquement, on voit qu'un tiers des malades n'avaient pas de diagnostic, c'est en bleu sur le camembert. Un tiers des malades avaient une hypersensibilité, c'est en orange. Et puis, le Sjögren-Strauss, c'était moins de 15% des malades. Le syndrome hyperéosinophilique, c'était moins de 10% des malades. Et les étiologies parasitaires, c'était uniquement 5% des étiologies. Cette cohorte est constituée principalement d'hommes et de femmes à part égale de 40 ans. La fièvre était présente chez un tiers des malades. Vous voyez qu'il n'y avait que 10% des malades qui avaient un électrocardiogramme normal et que l'hyperéosinophilie, elle restait très fréquente, et donc c'est un des éléments qui est important à rechercher, mais elle peut manquer dans un quart des cas. Le pronostic était globalement bon pour les malades qui avaient soit un Sjögren, soit un syndrome hyperéosinophilique ou l'absence de diagnostic, et que en cas de myocardite d'hypersensibilité, on avait un pronostic qui était péjoratif, puisque quasiment 50% des malades à 4 mois étaient soit décédés, soit transplantés, soit sous assistance circulatoire au long cours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Des questions ? Il avait d'autres signes du Sjögren-Strauss ou ça se limitait à ça C'est la problématique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de rhinite, il n'avait pas d'asthme, on avait de l'hyperéosinophilie dans le poumon avec ces lésions compatibles, donc on a 2 atteintes d'organes sans les autres atteintes d'organes classiques des vascularites associées aux ANCA. Évidemment, les ANCA étaient négatifs, et il a répondu de façon spectaculaire à la corticothérapie avec une négativation définitive de son taux d'éosinophile circulant. Ça, c'est un des éléments qui est plutôt en défaveur du syndrome hyperéosinophilique. Donc, d'un autre côté, on n'a pas tous les critères du Sjögren. De l'autre côté, on a plutôt des éléments qui vont contre le syndrome hyperéosinophilique. On est peut-être en face de maladies qu'on ne connaît pas encore. Dans tous les cas, on a dû lui proposer un traitement, et là, en dernière ligne, il a été traité par du rituximab dans l'hypothèse plutôt d'un Sjögren. Le dosage IL-6, ça sert à quelque chose pour le diagnostic différentiel entre le DRESS et le syndrome hyperéosinophilique ou pas ? À ma connaissance, non, mais je ne connais pas tout. Chez un malade qui a 350 de CRP, on s'attend à ce que de toute façon les IL-6 soient explosés. Non, je te parle à distance en fait. Ouais. C'est ça, en fait, alors pour le à DRESS, distance, pour l'histoire du oui, DRESS. à distance, il y a des données qui disent que, en tout cas, la CRP est un bon élément pour différencier un syndrome hyperéosinophilique d'un Sjögren, puisque le Sjögren, c'est des malades qui sont beaucoup plus inflammatoires, et donc c'est un des éléments qui peut plaider en faveur du Sjögren dans ce cas. C'est les collègues de Lille qui ont mis en évidence ça. Au moment des rechutes, est-ce que vous l'avez déparasité de façon systématique ? Alors, il a été déparasité
selon les... Alors, il n'y a pas de recommandation pour déparasiter les hyperéosinophilies, chacun fait un peu à sa sauce. Nous, on a fait une association avec de l'ivermectine et de l'albendazole pendant 3 jours. Bien qu'il venait de la Réunion, en fait, il n'y a pas beaucoup de parasitose hyperéosinophilique spécifique de la Réunion. Le risque, c'est la toxocarose, et qui, généralement, avec 3 jours d'albendazole, est pris en charge. Et puis, la péricardite, lors de sa première rechute, a à nouveau été biopsiée. Il n'y a jamais, on a mis en évidence d'éléments en faveur d'une parasitose. Et puis, toutes les sérologies étaient évidemment négatives. Oui. Avant de mettre du rituximab, vous avez essayé un autre traitement immunosuppresseur? Alors, il y a eu corticoïdes, décroissance, rechute, péricardite inflammatoire, biopsié, pas de diagnostic, même plus d'éosinophiles puisqu'on avait réintroduit la corticothérapie. On a mis de l'Immurel pendant 6 mois. Et en fait, à chaque fois, il a un seuil de corticodépendance aux alentours de 20 mg, ce qui peut être beaucoup, mais il fait 120 kg, donc c'est un grand gaillard. Mais l'Immurel n'a pas été efficace, et donc on vient de le switcher au rituximab. Il est parti retourner à la Réunion, et donc on verra la suite. Il n'était pas hyper tendu avant, hein? Non. Aucun autre antécédent de santé.